Les éditions Saga Edmond présentent Wulf, le deuxième tome de la série La Saga d'Arnulf, de S.C. Pedersen, et lu par Luc de Villars. L'œil de Skinfax, cheval solaire, brûlait. Il n'émettait aucune lumière, mais était néanmoins d'un blanc éblouissant. À première vue lointain et voilé, ses rayons pulsaient et s'intensifiaient progressivement. Il était semblable à une sphère aveuglante grandissant à un rythme impitoyable. La soif était atroce. Le serpent Nidhogg enfonça ses crochets dans sa peau. Arnulf revint à lui. Son corps entier était comme échaudé. Il avait l'impression que quelqu'un lui versait du fer en fusion sur le front et que le métal coulait dans ses yeux et le long de ses joues. Il essaya de discerner quelque chose, mais son regard était voilé de filaments blancs. Et il s'entendit lui-même gémir de douleur. Il scia quelques fois et recouvra la vue. D'un œil seulement, cependant. Le décor autour de lui se clarifia quelque peu et prit la forme d'un toit ondulant, de murs flottants et d'une lumière vacillante. Il voulut lever les bras pour se protéger le visage, mais ceci était lourd et courbaturé, et ne faisait que brasser de l'air mollement. Une silhouette se pencha sur lui. Soulevant sa tête avec précaution, elle porta une cruche à ses lèvres. L'eau était froide. Arnulf but de longues gorgées. Sa vue s'éclaircit, la pièce dans laquelle il se trouvait ressemblait à une sorte de hutte utilisée comme réserve ou un atelier bien rangé. Outre son lit, la lueur des flammes vacillantes des bougies ne dévoilait qu'une petite table et un tabouret. Un homme grand et maigre soutenait la nuque d'Arnulf en s'adressant à lui dans une langue étrangère. Arnulf, se raidissant, lui jeta un coup d'œil inquiet. L'homme avait les cheveux rasés de près, le haut du crâne tondu et était vêtu d'une bure. Autour de son cou, sous un menton imberbe, il portait une croix en argent. Il lui posa des questions en souriant, mais Arnulf, horrifié, se débattit pour échapper aux griffes de cet individu. Un moine. Les pensées dans sa tête se bousculèrent. De tous les ennemis qui auraient pu le trouver évanoui sur la plage, il avait fallu qu'il soit emprisonné par les ignobles fidèles du Christ blanc. Les descriptions de Stentor à propos de leur cruauté résonnaient encore dans sa tête. Partir. Arnulf était certain d'entendre les cris de leurs victimes précédentes dans les sombres recoins de la pièce. Les moines voulaient probablement sacrifier Arnulf vivant à la gloire de leur dieu et ensuite boire son sang. Arnulf repoussa la main de l'homme dans sa nuque et se redressa. Sa blessure le foudroya cependant avec un éclair de douleur. Une horrible nausée lui tordit le ventre, et il se pencha juste à temps par-dessus le lit pour vomir par torrents qui lui brûlèrent la gorge. Il se recroquevilla, gémit et posa ses mains sur son visage. La douleur le rendait fou. Il avait mal, tellement mal, que la mort était sûrement douce en comparaison. Le chrétien posa gentiment une main sur l'épaule d'Arnulf, et il continuait de lui parler avec un ton apaisant, mais Arnulf se sentait aussi apaisé qu'un lapin devant un renard. Il souffrait de vertige et était tellement exténué que ses bras tremblaient. Cet individu au crâne dégarni pourrait le frapper de tout son saule sans qu'Arnulf soit en état d'opposer la moindre résistance. Le moine posa des mains chaudes sur les poignets gonflés d'Arnulf pour empêcher le jeune homme de défaire le bandage autour de sa blessure. La voix du moine devint plus impérieuse. Arnulf tenta de se ressaisir, mais tourna de l'œil et dut aussitôt se retourner encore pour vomir. L'homme lui tendit à nouveau la cruche, sans la moindre trace d'animosité. Pourquoi cette sollicitude? Qui était ce personnage en bure? Cela n'était certainement pas lui qui avait tenu la hache. Qui avait porté Arnulf jusqu'à cette hutte? Le moine? Pourquoi? Le propriétaire de la hache avait tenté de tuer Arnulf, mais quelqu'un d'autre était intervenu pour dévier le coup suivant.
Ses souffrances l'emportèrent sur sa volonté. Arnulf ferma les poings et but. Il essayait de tenir bon. Sa coupure à la main le tiraillait. Il découvrit des petits nœuds autour de l'entaille, comme si celle-ci avait été cousue de la façon de 2 morceaux de tissu en laine pour une côte. N'avait-il pas de serre fine pour les blessures ici ? Et pourquoi s'occuper de sa main si le Christ blanc s'apprêtait de toute façon à réclamer sa vie ? Ce moine cachait peut-être un couteau sacrificiel dans les plis de sa bure. Le chrétien se tut un instant, il pointa un doigt vers lui et prononça distinctement « Stéphanus ». Il répéta son nom plusieurs fois. Arnulf cligna des yeux lentement. Il s'abstint de donner son nom en retour. Stéphanus montra du doigt la magnifique croix en or qui était restée au cou d'Arnulf malgré son ardue mésaventure en mer. Le moine lui parlait d'une voix joyeuse. Arnulf tira sur la chaîne du collier pour garder la croix contre lui, offusqué. Il était peut-être blessé et sans défense, mais il ne se laisserait pas dépouiller. Le moine leva les mains pour le rassurer. Il désigna à Arnulf sa propre croix en argent. Arnulf reconnut le nom du Christ blanc dans le flot de paroles de l'homme religieux. Il tenta de rassembler ses pensées. Stéphanus croyait-il que lui aussi était un adorateur du Christ blanc ? Était-ce la raison pour laquelle il n'avait pas volé à Arnulf sa croix en or, malgré la valeur du bijou ? Si c'était le cas, cet homme était fou. Les moines des monastères n'avaient-ils donc pas le moindre besoin d'amasser des richesses ? Arnulf avait du mal à fixer un point précis. Son regard erra dans la pièce. Il aperçut dents de serpent posées contre un mur. De nouveau, il leva promptement les yeux vers Stéphanus. Son épée était juste là, et sous la couverture, il sentit que son couteau était toujours à sa place. Ce Stéphanus devait vraiment avoir perdu la tête. Le fidèle du Christ n'avait rien remarqué. Arnulf ferma les paupières, éreinté. À quoi pouvaient lui servir dents de serpent pour l'instant, s'il n'était pas capable de se redresser sans régurgiter ? Et il n'était même pas nécessaire de l'attacher. La douleur le maintenait enchaîné au lit, aussi sûrement que Gleipnir, la corde magique qui retenait Fenrir emprisonné sur son île. Le malheur s'abattait sur Arnulf. Jofrid avait dû mettre ses menaces de malédiction à exécution. Stéphanus remonta la couverture sur les épaules du jeune guerrier. Arnulf n'avait plus l'énergie nécessaire pour ouvrir les yeux. Jamais il ne s'était senti aussi vidé de ses forces. Même pas cette fois au printemps où la fièvre l'avait cloué au lit. Le calme de la nuit apaisa sa respiration saccadée et garda à distance les bribes de tempête et de combat. Les vagues continuaient de déferler en lui, mais s'étaient atténuées. Même la fatigue finit par l'emporter sur la douleur. Ses doigts lâchèrent la croix. Stéphanus se mit à nettoyer le sol. Était-ce la fille du Jarl ? Celle qu'Arnulf avait libérée ? Était-ce elle qui lui avait sauvé la vie ? Impossible de poser la question à cet homme qui ne parlait rien d'autre que cette langue incompréhensible. Que Fenrir lui vienne en aide. À lui, Wulf, peau de chiot, car plus personne à part le loup géant ne pouvait le secourir désormais. Une mélodie étrange retentit à l'aube, issue peut-être des vestiges d'un rêve. Elle ressemblait à une chanson que des femmes auraient pu fredonner, mais les voix étaient trop graves. On entendait doucement au loin les notes monter et descendre sans hâte, paisiblement. La mélodie ondulait comme si le souffle de ses interprètes la faisait osciller dans les airs aussi légère que du coton. Arnulf ouvrit les yeux. Il était seul dans la hutte. La lumière grisâtre du matin se faufilait dans la pièce par la porte entr'ouverte. Il aperçut à l'extérieur une cour et un bout de mur. Le chant d'un coq vint gâcher le doux concert de voix. Arnulf pressa le dos de sa main contre son front en tentant de chasser les dernières bribes de sommeil. Ils venaient pour lui, les moines. Il l'avait gardé en vie pendant la nuit, en attente du lever du jour. Maintenant que le soleil était haut dans le ciel, Stéphanus allait finaliser les préparatifs pour le sacrifice et venir prendre Arnulf. Stentor n'avait-il pas parlé de rituels sanglants et cruels ?
Arnulf se frotta le visage de la main. Il attrapa le couteau sous la couverture. Des hauts le cœur lui tiraillait encore l'estomac, et la douleur n'attendait qu'un geste de sa part pour l'assaillir. Ses membres n'avaient toujours pas récupéré complètement leur force. Sa main recousue le lançait, son tibia était brûlant et gonflé. Par la mort de Balder, il était dans un piètre état. Ses muscles étaient si endoloris qu'il ne saurait rien faire pour se protéger. Les personnes à l'extérieur, Stéphanus et ses acolytes, chantaient à la gloire du Christ blanc. Leur voix était peut-être suave, mais Arnulf ne se laissa pas berner. Ces moines se dissimulaient derrière un voile de douceur et de lâcheté, mais du sang coulait entre leurs doigts, tellement de sang qu'ils pouvaient en boire de longues gorgées. Arnulf se tordait dans son lit, anxieux. Si seulement Stentor avait été là, il aurait pu respecter son serment de tuer autant de porteurs de croix que possible. Son épée aurait récolté une riche moisson, et son aide aurait été précieuse. Arnulf rageait d'être aussi faible. Il allait faire semblant de dormir lorsqu'ils entreraient dans la pièce pour les surprendre, et puis se défendre du mieux qu'il pouvait. Il ne mourrait pas sans vendre chèrement sa peau. La chanson ne souffrit d'aucune interruption, comme un soleil qui, calmement mais sûrement, s'élevait dans le ciel, et Arnulf l'écouta. La mélodie s'infiltrait dans son corps, prenait le contrôle de sa respiration, mais n'était en rien délassante. Tauque le croyait-il mort noyé ? Avait-il été témoin de l'acte odieux de Leif, ou bien considérait-il le décès d'Arnulf comme un accident causé par les vagues ? Et son œil ? Arnulf lâcha une exclamation. La hache l'avait atteint au niveau de l'œil. Il avait l'impression que celui-ci avait été arraché. Demeurait-il à moitié aveugle jusqu'à la fin de ses jours, comme Fjolner à Egilsund ? L'œil de Fjolner avait été touché lors d'un duel et avait fini par pourrir pendant l'été. Depuis, le guerrier avait du mal à mesurer ses coups. Mais par tous les dieux Acès et les malédictions de Jofrid, Arnulf allait bientôt être tué lors d'un sacrifice, et que faisait-il ? Il s'inquiétait pour sa vue. La plaie sous le bandage le brûlait, bien que la fièvre ne se fût pas encore manifestée. Clédescialf, le trône d'Odin, se brise, il était tellement fatigué. Rien que serrer le couteau, lui réclamer des efforts monumentaux. Tout cela à cause de Leif, ce sale traître. Vengeance, il réclamait vengeance. Il poursuivrait nez fendu jusqu'aux confins des océans. La chanson prit fin. Stéphanus ne tenait ni corde ni couteau lorsqu'il entra, seulement un bol fumant. Les traits de son visage n'étaient pas tordus par la soif de sang. Arnulf ne répondit pas à la salutation du moine, mais il lâcha le manche de son couteau. Il n'aurait de toute façon pas pu porter de coup bien redoutable. Stéphanus tira un tabouret jusqu'au lit et posa une main sur le front d'Arnulf. L'absence de fièvre sembla réjouir le religieux. Il pointa la croix en or du doigt et opina de la tête. Il leva les yeux au ciel et entonna quelque chose avec une voix mystique en dessinant une croix en l'air au-dessus du bol. Sentant une odeur de soupe, Arnulf remarqua en dépit de la nausée que son ventre criait « famine ». Pourtant, il détourna la tête quand Stéphanus leva la cuillère. Le fait d'être nourri comme un bébé par un étranger était déjà humiliant en soi, mais en plus cette nourriture était sûrement un réceptacle de sorts maléfiques visant à lui nuire. Il avait assez avec les malédictions de Jofrid. Le Christ blanc pouvait garder ses incantations malfaisantes pour lui. Stéphanus essaya de l'amadouer avec quelques douces paroles et but lui-même une cuillère de soupe. La faim devenait aussi intense que la douleur. Or, si le Christ blanc désirait vraiment la mort d'Arnulf, l'empoisonner n'était pas nécessaire. De plus, qu'importe la recette de ce breuvage, cela ne pourrait pas affaiblir Arnulf davantage. Stéphanus semblait à présent le gronder. Arnulf toisa de nouveau le moine. À sa place, Fenrir ne l'apprête-t-il pas lui-même ce qu'on lui présenterait ? Arnulf pourrait regagner de l'énergie grâce au contenu de ce bol, de l'énergie nécessaire pour guérir de ses plaies.
Helgueux s'en était très bien sorti de ses rencontres avec le dieu étranger. Aucun malheur ne l'avait frappé après s'être laissé baptiser sous des motifs fallacieux. Arnulf ravala sa fierté. Il autorisa Stéphanus à le nourrir. Il ne mangea toutefois que quelques cuillères avant de devoir à nouveau se jeter sur le côté du lit pour vomir, aspergeant ainsi la paille au sol. Arnulf était désemparé. Comment reprendre des forces s'il recrachait la nourriture plus vite qu'il ne pouvait l'avaler? Stéphanus ne paraissait pas étonné. Il posa le bol à terre et donna de l'eau à Arnulf. Il desserra ensuite le pansement du jeune homme. Arnulf dut rassembler toute sa volonté pour supporter les doigts du moine sur lui. Il avait l'impression que son visage se fendait en deux. Il pressa ses pieds contre le bord du lit lorsque l'homme enleva le pansement de la plaie. Arnulf voulut estimer l'ampleur des dégâts avec ses doigts, mais Stéphanus attrapa ses poignets et secoua la tête. Arnulf tenta alors d'ouvrir son œil blessé, angoissé par ce qui allait advenir de sa vue. Son œil l'élança, tant qu'il en eut des vertiges. Il parvint à entr'ouvrir sa paupière, suffisamment pour qu'une lumière voilée s'insinue par la fente. Il regarda prestement Stéphanus. Le disciple du Christ désigna ses propres yeux et hocha la tête en expliquant quelque chose dans sa langue étrange. Arnulf expira longuement. Il voyait. Il n'était pas aveugle, seule la paupière avait été touchée. Celle-ci était encore enflée, mais la blessure ne saignait pas. Stéphanus l'avait peut-être recousue à l'instar de ses mains. Le moine appliqua un onguent. Arnulf gémit. L'élancement gâcha tout sentiment de joie. Cet énergumène avec sa pitoyable bure ne voulait-il pas le laisser tranquille? Arnulf souhaitait que Stéphanus parte. Il désirait trouver refuge dans le sommeil, pour être quitte de l'angoisse et de la misère, oublier son visage défiguré, son malheur et sa malchance. Arnulf se retint de crier. Des mains de fer tiraient sur son fil de vie. Le destin l'étreignait d'une poigne rugueuse et douloureuse pour le provoquer. Il observait intensément Stéphanus panser la blessure avec un linge propre. Comment suis-je arrivé ici? Arnulf articula chaque mot consciencieusement, pointant d'abord un doigt vers lui-même, puis vers le reste de la pièce. Sa voix était rauque après tant de cris et de tasses d'eau de mer. Stéphanus enroula la tête du jeune homme avec un bout de tissu. Il se désigna à son tour avec son index et fit plusieurs mouvements. Il mima l'action de soulever quelque chose pour le tirer de la porte vers le lit. « C'était toi ? Pourquoi ?» demanda Arnulf. Le moine sourit. Son doigt se posa cette fois sur la croix en or d'Arnulf et il prononça le nom du Christ blanc. Il était manifestement persuadé qu'Arnulf et lui partageaient la même croyance. Arnulf hocha prudemment la tête et il tenta de dessiner avec des gestes un bateau dans l'air. « Et le bateau, est-il parti ? As-tu vu un navire ? Tauke Øystein ?» Stéphanus secoua la tête. Il écarta les mains comme si quelque chose s'était échappé de ses doigts. Arnulf prit une profonde inspiration. Il était seul. Les Norvégiens devaient sans aucun doute le croire noyé ou tué. Suis-je libre ou suis-je prisonnier? Que va-t-il m'arriver maintenant? Ses gestes ne servirent à rien cette fois. Stéphanus ne le comprit pas. Il lui pressa gentiment l'épaule comme pour l'inciter à rester couché ici. Arnulf secoua la tête, un mouvement qu'il regretta sur le champ. « Tu te trompes, je ne crois pas au Christ blanc. Fenrir est mon Dieu. » Le moine approuva avec joie. Il avait reconnu le nom de son seigneur. Arnulf ferma les yeux. Ce coup de hache l'avait terrassé, avait anéanti toute sa volonté. Il devait se ressaisir, réfléchir à un moyen d'échapper au moine. Mais la douleur rendait ses pensées confuses. Si personne ne voulait sa mort dans l'immédiat,
Autant dormir. Après tout, il avait au moins toujours son nez, à l'inverse de Leif. Cette cicatrice ne le défigurerait pas complètement, au contraire, elle prouverait son courage. Helge avait toujours exposé ses balafres avec fierté, aussi fièrement que ses bijoux en argent. Arnulf devait être patient. Aussi patient que Fenrir. Le repos d'Arnulf fut agité durant le plus clair de la journée. Il était réveillé par intermittence par ses propres gémissements, mais la fatigue ne tardait jamais à le replonger dans le sommeil, qui allégeait ses souffrances. Stéphanus attendait qu'Arnulf ouvre un œil pour lui tendre de l'eau et changer régulièrement le pansement de sa blessure. Le reste du temps, le moine était installé à la petite table. Il travaillait avec soin sur quelque chose, de longues plumes d'oie blanches à la main. Arnulf ne parvenait pas à voir de quoi il s'agissait, mais cela ne le préoccupait guère. Du reste, il put enfin manger un repas au soir sans le régurgiter, et le repos avait soulagé ses muscles endoloris. Stéphanus s'en réjouit, il pointa de nouveau la croix d'Arnulf et leva les mains au ciel. Si Arnulf n'appréciait guère la présence d'un dieu étranger à son chevet, il était néanmoins soulagé de l'amélioration de son état. La fièvre ne s'était toujours pas manifestée. La nuit suivante, il dormit encore assez bien. À l'aube, cependant, il fut tiré de son sommeil par la douleur et le chant des moines. S'il avait survécu au pire, il ne trouvait néanmoins pas la tranquillité nécessaire pour achever son rétablissement. Stéphanus était sorti. Arnulf remua chacun de ses membres pour évaluer s'il pouvait risquer de se mettre debout. Ses bras ne tremblaient plus quand il les soulevait, tandis que le voile devant ses yeux s'était complètement dissipé. Sous la couverture, son sexe était dur. Il se languissait de Freydis. Non, il ne mourrait pas ici. Un sourire aux lèvres, et il décida que son plan pour s'enfuir d'ici pouvait attendre un peu. Il ne profita malheureusement pas longtemps du sentiment de joie que ce choix lui procurait, car Stéphanus entra à ce moment-là. Le moine le salua. Arnulf ravala sa déception et répondit à la salutation. Le religieux s'installa sur le bord du lit en bavardant. Il enleva le pansement d'Arnulf, parut satisfait de l'évolution de la plaie. Il attrapa ensuite un pot d'onguent et posa une multitude de questions qu'Arnulf ne comprit pas. Mais soudain, les doigts du moine se figèrent sur les bords du pot. Stéphanus tendait l'oreille au maximum. À travers la porte close, ils perçurent une exclamation, bientôt suivie d'autres. Des hurlements plaintifs se joignirent à des aboiements de chiens et autres cris de poules. Quelqu'un fit sonner une cloche. Stéphanus se redressa, blanc comme un linge, en entendant des personnes fuir et claquer des portes. Arnulf jeta un coup d'œil à Dents de Serpent, posé près de la porte, et saisit le manche de son couteau. Le sang pulsait dans la veine traversant son front. Tauque, enfin! Les Norvégiens étaient revenus pour Arnulf. Qui d'autre aurait pu semer une telle pagaille et faire hurler ces semis tondus comme des porcs ébouillantés? Hill, Fenrir, ses compagnons ne l'avaient pas abandonné. La cloche se tut. Arnulf enleva la croix en or de son cou et la cacha dans la paille de son lit pour ne pas être pris pour un compagnon des moines. Stéphanus laissa tomber le pot d'onguent par terre. Il semblait hésiter entre courir ou rester. Des nouveaux hurlements et de grosses voix impérieuses résonnèrent. Arnulf s'assit avec peine en s'agrippant au bord du lit. Sous les yeux horrifiés du moine, quelqu'un fracassa la porte d'un coup de pied. Un homme pénétra dans la pièce et anéantit tout espoir pour Arnulf. Ce n'était pas Tauque et son équipage. L'intrus était jeune, et il tenait une hache couverte de sang. Sa longue chevelure blonde brillait comme de la soie. Ses bras nus étaient parsemés de cicatrices, donnant à sa peau l'aspect de celle d'un vieux serpent. Et il portait une courte veste en cuir marquée de traces de combat. Un long couteau et un scramasax pendaient à sa ceinture à côté de 2 croix en argent ensanglantées. Et il s'arrêta net au pas de la porte, surpris en apercevant Arnulf. Ce dernier le toisa d'un air de défi et sortit de sous la couverture son couteau en forme de loup. Cet intrus était un tueur, il avait déjà tué à plusieurs reprises. S'il confondait Arnulf avec un moine, Helge et Rolf ne tarderaient pas à recevoir de la compagnie. Les yeux du viking étincelaient.
Stéphanus se réfugiait derrière la petite table et lança d'une voix aigre une série de malédictions en brandissant sa croix devant lui. Des cris de panique lui parvinrent depuis l'extérieur. Stéphanus tomba à genoux, des larmes de pure terreur coulant le long de ses joues. Sans cesser de fixer Arnulf, le jeune viking blond se dirigea vers le moine. Il plongea sa hache dans le cou de Stéphanus, avec la même indifférence que s'il avait dégagé un chien de son chemin. Le fidèle du Christ blanc s'effondra à terre en lâchant un râle, ses bras et jambes tressaillant encore. Arnulf resta impassible devant cette scène de violence. La hache s'était repue du sang d'un faible. Ses doigts se crispèrent autour du manche de son couteau, et sa cotte fut trempée de sueur en un instant. Le viking fit lentement un pas vers le lit, comme s'il désirait mettre le sang-froid d'Arnulf à l'épreuve. Malgré l'attitude menaçante de l'étranger, son visage n'affichait aucune hostilité. Arnulf refusait de croire qu'il allait partager le même sort que Stéphanus. Le viking posa son arme sur son épaule, mais bondit subitement sans crier gare en maniant sa hache avec une grande maîtrise. Tous les muscles d'Arnulf tressaillirent, mais il demeura immobile, tendu comme la corde d'un arc. La hache se figea à un cheveu de sa peau. Arnulf sentit avec effroi la pointe glaciale contre sa blessure à nu. Le viking plissa les yeux. Il accorda à son adversaire l'occasion de réagir, mais Arnulf ne bougea point. Un essaim d'abeilles bourdonnait dans les veines d'Arnulf. Il dut se maîtriser pour ne pas agir de manière impulsive. « Éloigne cette hache de moi, homme de Thor. Je ne veux pas que mon sang soit mélangé à celui d'un moine. » L'étranger fronça les sourcils avant de soudainement lâcher un rire bref. Il abaissa son arme et essuya du bout du doigt une goutte de sueur de la tempe d'Arnulf, qui relâcha sensiblement sa prise autour du couteau. Le viking rangea sa hache à sa ceinture et fit un pas en arrière. « Je suis Svend, cheveu de soie, guerrier de Jomsborg, fils de Bue le Gros et petit-fils de Vezete, jarl de Bornholm. Qui es-tu » ? « Par Odin ! Un Jomsviking » Arnulf réprima son excitation et préféra garder son couteau en main encore un peu. Il se remémora toutes ces histoires racontées au soir l'hiver dernier, tous ces récits héroïques parlant de cette troupe extraordinaire de guerriers légendaires. Il se rappela le profond respect de Tauke à leur égard. Wulf, c'est tout ? La valeur d'un homme se mesure-t-elle à la longueur de son nom ? Arnulf ne souhaitait pas faire étalage de sa réputation de fratricide exilé à Svend et ses compagnons. Les yeux gris-bleus du fils de Bue pétillèrent. « Non, mon nom est d'ailleurs plus court que le tien. » Svend regarda tout autour de lui et aperçut Dent de Serpent. Il s'empara de l'arme sans se gêner, la tira de son fourreau et l'essaya en la faisant tournoyer dans les airs. « C'est ton épée ?» Il examina la lame et évalua son poids en main. « Ouais. » Dent de Serpent ne supportait pas d'être tenu par un étranger. « C'est une bonne arme, je la prends. »« Alors tu devras d'abord m'affronter, cette épée m'a été laissée en héritage par mon frère. » Cette remarque amusa Svend. Il rangea l'épée dans le fourreau. « Toi ? Si je le voulais, tu deviendrais mon esclave. Uniquement si tu gagnes. » Arnulf était prêt à tout. À l'extérieur, les cris et le tumulte avaient cessé. Remplacés par des rires, le Jomsviking sourit. « Tu traîneras alors une lourde dette, si tu dois me rembourser l'équivalent de cette épée, plus ta valeur en tant qu'esclave. »« Pourquoi es-tu ici ? Qui t'a blessé ?» Arnulf resta sur ses gardes. Le guerrier tenait toujours Dent de Serpent. Sans son arme, Arnulf était un oiseau sans ailes. De plus, la désinvolture avec laquelle Svend avait tué le moine lui faisait encore froid dans le dos. La bonté de Stéphanus n'avait pas été charitablement récompensée. « Je ne suis pas blessé, » répondit Arnulf. « Je ne fais que me reposer en me demandant quel chemin prendre ensuite. » Svend haussa un sourcil. Il rendit Dent de Serpent à Arnulf et désigna d'un mouvement de tête Stéphanus qui avait fidèlement rejoint son dieu. « Et le moine, là »
Arnulf saisit le fourreau de son épée, soulagé. Il répondit de bonne grâce à Svend. « Je ne le connais pas. Je faisais partie d'une expédition à bord d'un bateau norvégien. Je me suis querellé avec l'un des hommes durant notre périple. Nous nous sommes dès lors battus en duel. Cependant, le combat a été interrompu par des tirs de flèches provenant de la forêt. Nous avons tous été forcés de regagner la mer en pleine tempête. Mon adversaire s'est alors révélé n'être qu'un lâche. Il m'a jeté par-dessus bord et abandonné à mon sort, ainsi qu'aux ennemis sur la plage. » Arnulf cracha par terre. « J'ai réussi à rejoindre la terre, mais quelqu'un m'a ensuite assommé. Je me suis réveillé ici. » Svend caressa ses lèvres du bout des doigts en hochant la tête d'un air pensif. « Tu as une vengeance à accomplir, Wulf. Était-ce un grand navire? Dans quelle direction naviguiez-vous? Le Double Corbeau était un bateau digne d'un jarl. Nous allions vers le sud. Je n'ai pas aperçu de bateau particulièrement grand ces derniers jours, mais la région est parcourue d'une multitude de cours d'eau. Tes compagnons peuvent être n'importe où. Est-ce qu'ils t'ont vu rejoindre la plage? » Arnulf fixait sombrement la porte ouverte. Tauque aurait très bien pu décider d'emprunter un de ces cours d'eau, mais le Double Corbeau avait peut-être aussi tout simplement sombré. Si Tauque me croyait toujours en vie, il serait parti à ma recherche. Du reste, pourquoi n'ai-je pas été tué sur cette plage, je l'ignore, car le moine ne parlait que sa langue incompréhensible. Selon moi, je suis seul. Sven Buesson retourna vers sa victime et lui arracha la croix en argent de son cou. Arnulf écarta la couverture et rangea son couteau dans son fourreau. Il avait enfin récupéré Dents de Serpent. Il n'avait plus de raison de paniquer. S'il avait été en pleine possession de sa vigueur habituelle, il se serait sans problème aventuré à parcourir le pays à pied, qu'importe qui l'aurait croisé sur son chemin. Svend noua la chaîne en argent à sa ceinture et jeta un ultime coup d'œil à Stéphanus. « Je pense que je préférais t'avoir comme ami plutôt qu'esclave. Peux-tu te lever ?» Il tendit sa main. Arnulf leva les yeux. « Ami ? Ami avec un Jomsviking ? Le Valhalla s'était-il écrasé sur Midgard ?» Un mélange d'anciennes et de récentes cicatrices traversait le visage de Svend. Ses yeux brillaient de vie, une vie qu'il avait arrachée aux griffes de la mort tant de fois que cette dernière ne paraissait plus si redoutable. « L'amitié a plus de valeur que l'esclavage, Buesson. Et pourquoi ne saurais-je pas marcher ? » ?»« Mes pieds ne sont pas cassés, » répondit Arnulf. Il attrapa la main tendue et lança ses jambes par-dessus le bord du lit. Lorsqu'il se leva, ce fut toutefois comme si un arbre s'écroulait sur lui. La douleur due à sa blessure le frappa violemment, l'étourdit. Il perdit l'équilibre et s'affala à genoux. Dents de Serpent tomba au sol dans un fracas. « Du calme, montre un peu de respect pour les coups infligés par ton ennemi. Est-ce ta première vraie blessure ?» Svend le remit debout et le fit s'asseoir sur le lit. Arnulf pressa sa main contre sa tempe, la hutte tournait autour de lui. « Pourquoi tu dis ça ? Tu as la peau aussi douce que celle d'un morveux. En outre, aucun homme de bon sens ne sauterait joyeusement comme un poulain excité après avoir été alité. Tiens, bois. » Le Jomsviking avait ramassé la cruche sous le lit. L'eau aida Arnulf à y voir plus clair. Il regrettait son geste impulsif. Le manque d'expérience n'était en soi pas un crime, mais il était honteux de l'exposer aussi clairement. « Svend, où est-ce que tu traînes encore ta queue? Il n'y a pas de femme ici. Sors, il y a un cochon avec lequel tu pourras t'amuser à la place. » Le ton était bourru. Le visage de Svend s'illumina. Il rit. « Mon père, il ne me laisse jamais tranquille. S'il pense que je suis dans les bras d'une femme, allez, viens, appuie-toi sur moi. » Il enroula le bras d'Arnulf autour de ses épaules pour l'aider à se relever. Arnulf dut se reposer lourdement sur Svend, afin d'éviter que ses jambes ne se dérobent sous lui à force de trembler. La croix en or. Il lorgna la paille du lit, et il ne pouvait pas laisser derrière lui un objet d'une telle valeur. À moins qu'il ne soit plus sage de renoncer à ce symbole chrétien plutôt que de l'agiter devant le nez de pilleurs inconnus. Il n'accepterait probablement pas qu'il garde ce bijou.
Pire, il pourrait penser qu'il était peut-être bien un compagnon des moines après tout. Par la tête de Mimir, si Odin avait sacrifié un œil en échange du savoir absolu, Arnulf pouvait bien abandonner une croix pour être libre et avoir la vie sauve. Il rassembla ses forces et se mit debout. Svend ramassa Dent de Serpent. Il aida Arnulf à la raccrocher à sa ceinture. Quelle misère d'être traîné ainsi comme une grand-mère! Et que Thor maudisse ses moines pour avoir construit des marches aussi hautes devant leur porte. La lumière du jour n'avait pas encore atteint son zénith, mais aveugla Arnulf après la demi-pénombre de la hutte. Le décor inconnu et les nombreux hommes à l'extérieur flottaient devant ses yeux comme des flammes vacillantes. Il avait l'impression que quelqu'un avait fait tournoyer sa tête plusieurs fois avant de la remettre sur ses épaules. Mais dans le mauvais sens. Arnulf ne fit que quelques pas, s'arrêta et plissa son bon œil. Les compagnons d'équipage de Svend Cheveux de Soie étaient encore occupés à piller les lieux. Plusieurs moines gisaient un peu partout, baignant dans leur propre sang. Les Jomsvikings arboraient des mines satisfaites. Ils étaient lourdement armés. Leur peau, quand celle-ci était visible, portait les cicatrices de nombreux coups d'estoc. Certains portaient des côtes de mailles et des casques usés. D'autres avaient retiré leur tunique à cause de la chaleur. Leurs haches et leurs lances étaient marquées par de multiples combats, mais avaient récemment été aiguisées. La hutte dans laquelle Arnulf avait passé ces derniers jours se trouvait à proximité d'autres petites constructions, dans le coin d'une cour. Celle-ci était flanquée de 4 maisons étonnamment longues. Une ou deux servaient manifestement d'étables. Les bâtiments n'étaient pas collés entre eux. La terre autour était cultivée sous forme de petits potagers individuels. Des moutons et des vaches couraient dans tous les sens. L'odeur du sang les effrayait. Au milieu de la cour, piétinée par leurs pas, les Jomsvikings avaient amassé des croix plaquées d'or, des coffres et des caisses, des rouleaux en tissu aux couleurs chatoyantes, de sublimes objets en verre et des tonneaux. Un homme robuste et bien en chair se tenait à côté de cette pile, jambes écartées, un poing posé sur la hanche. Les traits de son visage étaient frustes. Il lui manquait l'oreille droite. Sa côte de mailles débordait par-dessus les armes à sa ceinture, et il tenait avec 2 doigts son bouclier dressé. « Ah, te voilà! Que l'eau qui m'emporte, j'étais persuadé que tu étais encore en train de batifoler avec des femmes. Qui est ce gringalet avec toi? Il n'est pas capable de tenir sur ses jambes tout seul, comme un homme ?» Bu le Gros observa son fils d'un air goguenard. Svend ne s'en préoccupa guère, amena Arnulf jusqu'à la pile de trésors et l'aida à s'installer sur un coffre. Gringalet! Arnulf n'était peut-être pas en grande forme physique, mais la rage qui brûlait en lui pouvait rapidement le remettre sur pied. Sa blessure pulsait douloureusement, au même rythme que son cœur, comme une hache fendant un bout de bois. Arnulf inclina la tête et serra les dents. S'il voulait que les Vikings le prennent au sérieux, il ne devait surtout pas commencer à gémir. Quelques guerriers se rapprochèrent, poussés par la curiosité. Svend se pencha vers Arnulf et lui demanda discrètement. « Tu as mal, Wulf ? Sache que je ne ressens pas la douleur et que ces hommes ici ne connaissent ni la défaite ni la fatigue. Ils rigolent quand on les chatouille avec une épée. » Arnulf protesta hardiment en regardant droit devant lui. « Je n'ai pas mal, j'ai juste eu un vertige. Pas de quoi perdre son honneur, que je sache. » Svend gloussa doucement. Il se tourna ensuite vers son père, une main posée sur sa hache. « Ce gringalet s'appelle Wulf. C'est mon ami. Je viens de l'extirper d'un lit où il se prélassait. Faites-lui bon accueil, même s'il a l'air un peu faiblard pour le moment. Il a été séparé de ses compagnons lors d'une tempête et n'a pas été reçu sur la plage avec une franche hospitalité. » Bu le Gros fronça les sourcils et cracha avec dédain. « Si ce gars est ton ami, moi je suis frère aîné du roi Svend. Par tous les Acès et les géants, que comptes-tu faire de lui? Il te faudra bien négocier si tu veux le vendre comme esclave pour un prix raisonnable. Il n'a pas l'air de respirer la santé. » Arnulf se mordit la langue pour s'empêcher de répliquer. Svend ne se laissa quant à lui pas dérouter. « Je vais l'emmener avec nous à Jomsborg pour découvrir ce qu'il vaut. Il a le regard d'un loup,
S'il me plaît, je lui apprendrai comment mordre comme un grand guerrier. » La respiration d'Arnulf s'accéléra. Se rendre à Jomsborg? Même Helge n'avait jamais visé aussi haut. Le visage de Bu se teinta d'un rouge menaçant. Plusieurs hommes se rassemblèrent autour de lui, impatients d'assister à la suite. « Tu connais aussi bien que moi les lois de Jomsborg. Tu ne peux pas l'emmener, il est trop jeune et ne réussirait jamais les épreuves. » Svend pouffa joyeusement en levant la main. « Évidemment que je connais les lois. Je sais en revanche aussi que Sigvaldi ne le respecte pas aussi scrupuleusement qu'il le devrait. On aurait dû moi-même me rejeter à cause de mon âge, et tout le monde sait que Wagn n'avait que 12 ans quand il était accepté. En outre, Wulf a vu ma trancheuse à l'œuvre, sans flancher. » « Bien sûr qu'un gamin avec le sang du grand guerrier Palnatoke a été traité comme un homme à 12 ans, et si quelqu'un ne bronche pas devant ta hache, c'est probablement plus un signe de terreur que de courage. Comment as-tu d'ailleurs imaginé le retour avec Wulf à bord? Une fois tous nos biens sur le navire, l'eau risque de passer par-dessus les boucliers du plat-bord. On ne parviendra même plus à caser un poulet rôti. » « Je l'attacherai à la proue dans ce cas. L'expression de son visage effraiera les ennemis aussi bien que n'importe quelle tête de dragon. » Bu trépigna de frustration. Il se retourna alors vers un vieillard dont les tendons saillaient sous la peau, et à la barbe aussi blanche qu'une mouette. « Dis-lui quelque chose, Bjorn, toi au moins il t'écoute. Wagn! Où est Wagn? Wagn! Wagn Hagensen! Viens ici 1 minute pour amener ton ami à la raison, sinon que Gungnir, la lance d'Odin, me transperce. Je sens que je finis par étriper mon propre fils. » Un homme de grande taille, les bras remplis de coupes en argent, se fraya un chemin parmi les Vikings. Il paraissait jeune, avec une sombre chevelure sauvage lui descendant jusqu'aux épaules. Il émanait de lui une immense force, le genre d'homme à ne pas scier devant les actes même les plus affreux. Bu désigna Arnulf du doigt. Croiser le regard de Wagn équivalait à recevoir une lance noire dans le visage. Ses yeux vibraient d'une violence capable d'ébranler n'importe quel ennemi. Wagn semblait capable de jauger un adversaire et de s'en débarrasser avant que la moindre lame ne pût le toucher. Arnulf tenta de le toiser à son tour, mais sa défense vint trop tard. Wagn Hagesson laissa tomber ses coupes à terre. Il sonda l'assemblée autour de lui. Tous paraissaient prêts à se fier à son jugement, à l'exception de Svend, qui se tenait droit et maintenait sa position. Le silence donnait envie à Arnulf de hurler. Wagn fit lentement le tour du tas de trésors pillés, respirant aussi fort qu'un étalon. « Je n'abandonne pas un compatriote dans le besoin, jeune ou vieux. Quelqu'un ici serait prêt à repousser la main tendue d'un camarade en détresse ?» Il se tourna vers Arnulf, son expression bien moins menaçante à présent. « Tu ne pèseras pas plus lourd sur le navire que la moitié du bide de Bu. Veux-tu rentrer avec nous au Danemark, Wulf? Nous parcourons l'ensemble du royaume. Tu pourras débarquer où bon te semble. » Bu le Gros leva les yeux au ciel, mais s'abstint de protester. Arnulf se redressa, il fixa le regard sombre de Wagn. Pour une personne condamnée à l'exil comme Arnulf, l'offre du Jomsviking, aussi aimable fût-elle, n'était pas d'un grand secours. « Ce serait pour moi un honneur de naviguer avec vous jusqu'au Danemark, Wagn Hagesson. Je préférerais toutefois opter pour la proposition de Svend de Cheveux de Soie. » La réponse stupifia Wagn. Svend éclata de rire. « Je te l'avais dit, » lança-t-il à son père. « Wulf et moi avons probablement un ancêtre commun. Une personne de sang aussi noble ne se laisse ni entourlouper ni soumettre. Si je me souviens bien d'ailleurs, Wagn, tu as toi-même renoncé à recevoir la moitié du Bretland qu'on a voulu t'offrir pour te dissuader d'intégrer Jomsborg. Aujourd'hui, ma part du raid, c'est Wulf. » Wagn haussa les épaules, l'ombre d'un sourire sur les lèvres. « J'ai obtenu les deux finalement. Je ne m'opposerai pas à ce que tu tentes de nous rejoindre, Wulf, si tel est sincèrement ton désir.
Sache cependant que beaucoup de guerriers se sont présentés devant le mur d'enceinte de Jomsburg. Mais seuls les meilleurs ont pu rester. Ni Sigvaldi, ni moi et les autres ne toléreront les faibles. » Arnulf posa sa main sur le manche de dents de serpent, et il se sentait complètement libéré de l'emprise de la peur. « Ma lignée est estimable. Nous n'avons pas pour habitude d'être lâches. Svend ne devra pas craindre pour sa réputation me proposant d'ouvrir les portes de Jomsburg. Nous accordons plus d'importance aux actes qu'aux paroles. Néanmoins, une parole se doit d'être respectée jusqu'à la mort. Alors tais-toi et écoute, petite fleur fragile. Veille à ce que personne ne soit fatigué de toi avant d'arriver à destination. » La réplique de Wagn fut cinglante, ses mots vexants, mais Bjorn vint se mettre entre lui et Arnulf. Sa barbe blanche et sa calvitie trahissaient son âge. Pourtant Bjorn ne paraissait pas moins redoutable que ses compagnons. Il se pencha pour examiner attentivement les blessures d'Arnulf. Il hocha la tête. « Cette entaille a l'air de guérir formidablement bien. Elle a été impeccablement recousue. Qui s'en est occupé ? Nous pourrions trouver une utilité à cet homme. » Arnulf voulut répondre, mais Svend fut le plus rapide. « Tu aurais dû dire cela plus tôt, Bjorn le Briton. » »« Le moine est mort, je l'ai tué. » Svend jeta un coup d'œil désinvolte à l'estafilade d'Arnulf, puis tira sans crier gare son scramasax et bondit sur Wagn pour porter une attaque violente. L'épée de Wagn sortit de son fourreau avec une célérité égale. Il para sans effort le coup avec une mine impassible, dévia le scramasax et claqua sans pitié le bras de Svend avec le plat de sa lame. Cela laissa une grande marque rouge à Svend, qui ne s'en soucia toutefois guère. Personne autour ne paraissait surpris de cette soudaine altercation. Arnulf dissimula sa stupéfaction. Bjorn fit une grimace embarrassée. « Si le bateau n'avait pas été aussi plein, il aurait été intéressant de capturer quelques-uns de ces chrétiens pour profiter de leur connaissance en matière de blessures. Ils ont la réputation de pouvoir faire baisser la fièvre de leurs malades. » Bu objecta. « Que dirait alors Odin si nous affaiblissions ces légions ainsi ? Ceux qui méritent de mourir meurent. Nous devrions commencer maintenant à charger toutes ces babioles à bord. » Bu jeta un regard autour de lui d'un air impatient. Les hommes laissèrent Arnulf tranquille et retournèrent à leur butin en bavardant. Svend se faufila derrière Wagn pour tenter une nouvelle offensive, à l'aide de sa hache cette fois. Wagn fut cependant de nouveau le plus rapide et punit cette tentative avec un coup de pied dans le dos. Il se pencha ensuite pour ramasser ses coupes en argent. Svend rangea ses armes et tendit la main à Arnulf. « Nous sommes amarrés dans la baie derrière la colline. Notre Sneckia n'est pas bien grand, mais nous ne sommes pas non plus nombreux à voyager à son bord. » Il fit un signe de tête à Arnulf qui saisit la main tendue. Une fois debout, Arnulf lâcha Svend et se risqua à marcher par lui-même. Ses genoux menaçaient de se dérober, le sol ne paraissait pas digne de confiance. Il désirait toutefois atteindre le navire par ses propres moyens, même s'il devait ramper jusque-là. Svend jeta le coffre sur son épaule. La mauvaise humeur de Bu s'était volatilisée. Il asséna une claque dans le dos de son fils en passant à côté de lui. « Surprends Wagn avec une flèche cassée la prochaine fois. Il ne la verra pas si tu la caches dans ta manche. » Wagn voit aussi bien qu'Heimdall, le dieu gardien. Je pensais plutôt prendre une enclume. Il ne s'attendra pas à ce que je lui lance ça à la figure. Svend réajusta le coffre sur son épaule en riant. Il s'adressa à Arnulf. « Je n'ai pas encore une seule fois réussi à toucher Wagn, pas même la nuit. Mais ça ne saurait tarder. Hier soir, je me suis caché sous sa couverture pour l'attaquer. Ma lame a eu au moins le mérite de frôler ses cheveux. » Arnulf sourit. Personnellement, il ne connaissait personne qui pourrait esquiver les offensives foudroyantes de Svend. « Et Wagn, il t'attaque aussi ?» Ils passèrent devant la longue bâtisse la plus écartée du reste. Le vent en transportait l'odeur de la mer. « Seulement lorsqu'il trouve que ma peau manque de couleur. Nous sommes de la même famille et camarades de sang. » Camarades de sang ? Svend enjamba le cadavre d'un moine. Le terrain commençait à monter.
Oui, lorsqu'un homme est accepté à Jomsborg, il mélange son sang avec ceux qu'il désire. Cette relation nous unit plus étroitement que des frères. Que ce soit en voyage ou au combat. Arnulf tituba. Svend lui tendit un bras, mais Arnulf repoussa son aide. « Et quels sont tes liens de parenté avec Vagn ?» Bo a dit que le sang de Palnatoke coulait dans les veines de Vagn. Mais d'après son patronyme, son père se nomme Hag. Svend confirma. Palnatoke est le plus grand viking qu'Odin ait eu le plaisir d'accueillir au Valhalla. C'est lui qui a rassemblé une élite composée des plus formidables guerriers danois et qui a fondé Jomsborg et édicté ses lois. Le roi Borislav lui a offert ce morceau de terre au sud-est du Danemark en gage de paix et en échange de sa protection en cas de guerre. Borislav a d'abord craint des pillages et une hécatombe en voyant débarquer Palnatoke et sa flotte de navires, mais ils ont fini par bien s'entendre. Borislav lui a donné le hameau de Jom, où Palnatoke a construit son fort. Le fils de Palnatoke, Egg, a épousé la sœur de mon père. De leur union est né Vagn. La ressemblance entre Vagn et son grand-père est évidente pour tous. Cela a beaucoup attristé Palnatoke de mourir sans pouvoir voir grandir son petit-fils. Quand est-il mort ? Cette montée était en train de complètement essouffler Arnulf. Il est tombé malade il y a quelques années. Il a confié la gestion de Jomsborg à Sigvaldi, le fils du Jarl Strud Harald, car Vagn était encore bien trop jeune et impulsif. Depuis, il y a eu un certain relâchement au niveau du respect des lois, mais Sigvaldi n'en reste pas moins un redoutable guerrier, plus vif et rusé que bien des hommes. La réputation de Jomsborg n'a pas souffert de cette succession. Il est marié avec la fille du roi Burislav. Je pensais qu'il n'y avait pas de femme à Jomsborg. Et il n'y en a effectivement que très peu. Cependant, avec un peu d'argent et de gentillesse, on peut rendre visite à la fille de l'un ou l'autre paysan, ou, si besoin, se payer une esclave. Du reste, un homme sain et en bonne santé sait se débrouiller pour trouver de quoi satisfaire ses besoins lors d'un raid. Svend s'arrêta sur la crête et pointa quelque chose du doigt. Arnulf résista à la tentation de s'asseoir. La souffrance était insupportable. Plus bas, un bateau peint en jaune mouillait dans une baie peu profonde. Sa proue reposait en partie sur la plage. Ce petit bateau de guerre, un snekia, n'avait rien de prestigieux, mais il paraissait robuste et marin. Depuis le sommet de la butte, Arnulf devina une multitude de sacs coincés entre des tonneaux et les bancs de nage. Derrière eux, le monastère était ravagé. Il n'y avait pas le moindre survivant. Vagn avait commencé à mettre le feu aux différents bâtiments. Svend changea son coffre d'épaule et se remit en marche. Arnulf le suivit à travers les hautes herbes, à bout de souffle, et il tâta sa blessure pour vérifier qu'elle ne s'était pas réouverte. « Depuis combien de temps vis-tu à Jomsborg ?»« Depuis plusieurs années en tant que fils de bœuf. Je n'ai toutefois réussi les épreuves pour être complètement accepté parmi les hommes que l'année dernière. » Arnulf inspecta sa main. Il n'y avait pas de sang. « Quelles épreuves ?» Svend éclata de rire. « Tu poses vraiment un tas de questions. On dirait qu'elles coulent depuis un trou dans ta tête. Ne nourris cependant pas trop d'espoir. Ces épreuves sont dignes des ascèses. » Sur quoi reposent-elles ? Sur le courage, Wolf, sur la force, l'endurance, l'habileté aux armes, la résistance à la douleur, le talent au combat. Si en outre tu es capable de réciter un bon poème ou de vider d'une traite une corne de bière, ton honneur n'en sera que plus grand. Arnulf se tut. Peut-être devrait-il tout de même débarquer quelque part au Danemark, trouver un navire qui prendrait ensuite la route vers le nord pour rejoindre Haraldsfjord et y attendre Toke. Par la mort d'Odin, comme si Jofrid accepterait qu'il rôde chez elle. Que ferait-il en Norvège ? Après la saison des pillages, Toke n'avait de toute façon pas le projet d'intégrer Arnulf à la famille. La douleur due à sa blessure le submergea à nouveau, plus intense qu'auparavant. Le scintillement des vagues l'aveugla. Il sentit une main empoigner sa côte au moment où il tomba à genoux dans le sable. La voix de Svend lui semblait lointaine. « Relève-toi, fleur délicate. Nous y sommes presque. Je te donnerai de la bière dès que nous serons à bord. La chaleur frappe fort sans pansement sur une blessure. » Arnulf se remit debout, vexé.
Son nouveau surnom ne lui plaisait pas du tout. Il dut se soutenir à l'épaule libre de Svend pour descendre jusqu'au navire. Le fils de Bue posa alors le coffre dans le sable et se retourna. « Assieds-toi avant de t'effondrer. Je t'apporte de la bière. » Les premières poignées d'hommes chargés de leur butin atteignirent le haut de la butte. Arnulf s'affala sur le coffre. Svend sauta par-dessus le plat-bord et se mit à fouiller entre les tonneaux. Un nuage de fumée s'éleva derrière la butte. Le vent transporta une série de rires et d'exclamations enjouées. Arnulf reconnut la voix tonitruante de Bue. Il compta les hommes à mesure qu'ils s'approchaient. Il en était à 25 lorsque Svend l'interrompit, en apportant une corne remplie de bière et de bandes de tissu. La boisson était forte et tiède, réchauffée par le soleil. Arnulf retrouva le moral tandis que Svend pansait sa blessure. Entre-temps, les autres Jomsvikings, réunis autour du navire, posèrent au sol leur partie du butin qu'ils avaient porté sur leur dos. Bjorn le Briton eut soif en apercevant la bière. Un viking alla chercher un tonneau et l'ouvrit pour que tous remplissent leur chope. Arnulf estima qu'il pouvait bien se resservir aussi. La bière ruisselait sous sa peau et gardait la douleur à distance. Il récupérait progressivement la vue maintenant que le soleil ne lui brûlait plus directement sa paupière tuméfiée. Et il trinqua avec Svend, qui avait dégoté un verre jaunâtre sur le navire et observait la mer à travers le contenu ambré. Bue demanda que l'on charge le butin de l'attaque d'aujourd'hui à bord, mais Vagn, qui se tenait au milieu du Snekia, affirma qu'il faudrait mieux faire un tri parmi les biens. À part quelques anneaux en or, on ne pouvait plus rien caler entre les sacs déjà rangés. Le gros s'irrita. « Alors déballe tout et jette ce qui a le moins de valeur. Nous n'avons pas attaqué ces moines juste pour le plaisir. » « Nous avons fait cela 2 fois hier, mon oncle. Et en plus, Wulf va prendre de la place. » Vagn décocha à Svend de cheveux de soie un regard amusé. Bue souffla. « Fais ce que tu veux, Vagn, cela ne sert à rien de vendre fleurs délicates. Nous ne saurions pas non plus où ranger les pièces en argent qu'il nous rapporterait. » Bjorn s'installa à côté d'Arnulf sur le coffre avec le sac qu'il avait tiré jusqu'ici. Il estima qu'il y avait sûrement moyen de trouver de la place pour tout si Bue les suivait en nageant. « Nous pouvons, en tout cas, faire quelque chose pour que la nourriture prenne moins d'espace, même si le poids reste le même. » Et il commença à partager un repas entre les hommes, et ceux qui n'étaient pas occupés avec leurs sacs et leurs coffres s'octroyèrent volontiers une pause déjeuner. Arnulf engloutit la cuisse de poulet qu'on lui tendit. Il observa sans gêne les Jomsvikings. Vagn Hagesson était exceptionnellement beau. Pourtant, même en mangeant, il paraissait dangereux. Il plongeait les dents dans son morceau de viande rôtie refroidie, le regard vif et intense. Svend avait posé son verre pour arranger ses cheveux avec un peigne en os. Bue buvait. Sa bière dégoulinait dans sa barbe. Un homme aussi immense était sans aucun doute redoutablement costaud. Il était par ailleurs plus lourdement armé qu'aucun autre individu qu'Arnulf ait jamais rencontré, même au marché de Gormsau. Vagn finit de dépouiller consciencieusement son os de poulet. Il le lança ensuite sur Svend, qui l'attrapa au vol et le jeta dans la mer. « Selon moi, nous avons assez pillé les côtes. Il est temps de rentrer à Jomsborg, » dit Vagn en plongeant sa main dans un sac pour prendre un morceau de pain. « Nous pourrions nous emparer d'un plus grand navire et continuer vers le nord, mais Sigvaldi a assez attendu et a sûrement des choses nouvelles à nous raconter. » Bue acquiesça avec un grognement. « Nous avons assez de navires chez nous et je n'ai plus vu mon frère depuis l'automne dernier. Je suis d'accord avec Vagn. » Il regarda autour de lui et vit la plupart des hommes approuvés par un hochement de tête. « Alors qu'Odin nous accompagne, et si tu vois un bon navire, Vagn, prends-le. Cela évitera à tes longues jambes de se blesser en se cognant contre mon bide pendant le trajet du retour. » Un homme cria depuis le pont que tout était prêt et que le dernier à bord devrait se contenter de s'accrocher au gouvernail. Les Jomsvikings assis se relevèrent pour pousser le Snekia. Svend aida Arnulf à embarquer.
Il jeta ensuite le coffre par-dessus le plat-bord. Les hommes unirent leurs forces et remirent le bateau à l'eau. Arnulf enjamba soigneusement plusieurs sacs, tandis que l'on hissa la planche de débarquement pour la ranger à bord. Le plancher n'était visible qu'entre les bancs de nage. Il y avait tant de marchandises dans tous les coins que certains avaient à peine la place pour mettre leurs pieds. Il fallut quelques instants pour que tout le monde puisse s'installer, non sans peine. Plusieurs lances étaient posées le long de l'étang Bray et des boucliers étaient entassés ici et là, prêts à être utilisés. Beaucoup d'hommes gardaient leurs casques et leurs côtes de mailles à portée de main, symbole de leur hardiesse et de leur force. Svend guida Arnulf jusqu'à l'avant du Snekia et le fit s'asseoir entre deux bancs, le dos contre le bordé. Lui-même s'installa à sa place sur un banc plus loin aux côtés de Vagn, ainsi qu'avec Bjorn et Bue, qui vinrent également se rajouter. Un homme au nez de travers saisit la barre. La voile fut hissée et le vent s'engouffra dans la toile. La quille du navire crissa contre le fond en creusant un profond sillon. Sur le sable, les hommes avaient laissé derrière eux divers objets, caisses et tonneaux vides, tels des offrandes à la plage comme dédommagement pour les dégâts subis. Vagn se mit à nettoyer ses armes, manifestement mécontent de devoir être collé coude contre coude avec son cousin. Svend ne souffrait pas de cette proximité et lui lança avec un ton guilleret. « Nous pourrons plus facilement nous tenir chaud l'un contre l'autre si le temps se dégrade. Sois satisfait, le voyage aurait pu être pire. J'aurais pu être assis sur tes genoux. » Arnulf s'appuya du coude sur un des bancs. Le roulis du navire ne lui convenait guère. Alors que le vent était constant, le Snekia tanguait et tremblait plus que le double corbeau en pleine tempête. Sa tête et son estomac se liguèrent contre lui. De toutes les sortes de sang que l'on puisse faire couler, celui des moines est le pire, se plaignit Vagn en frottant le pommeau de son épée souillée. Il est gras et collant comme de la résine. Que Nidhogg les aspire. La prochaine fois, j'écraserai ces insectes avec une pierre. C'est parce qu'ils s'accrochent plus à la vie que d'autres. Ils sont plus terrorisés que des lapins à l'idée de rencontrer leur dieu qu'ils prient si ardemment. N'ai-je pas raison, Wolf ? Songeur, Svend caressait du doigt une cicatrice sur son coude. Arnulf ne prit toutefois pas la peine de répondre à sa question. Il avait côtoyé ces moines si peu de temps, le sang des gens venant du sud était peut-être effectivement plus gras que ceux du nord, mais qu'est-ce que cela pouvait lui faire ? La bière et la mer étaient en train de l'assommer et la montée de la butte lui avait coûté l'équivalent de plusieurs jours de repos. « D'où viens-tu, Wolf ?» Bjorn s'était confortablement installé sur son banc étroit, visiblement d'humeur bavarde. Par les mâchoires de Fenrir, ce vieux ne pouvait-il pas converser avec Bue plutôt que de l'interroger, lui ? Du Danemark. Le Briton rit. Oui, ça j'ai bien compris. Mais d'où au Danemark ? Avec qui étais-tu et comment tu t'es retrouvé séparé d'eux ? Arnulf fut la cible de plusieurs regards curieux. Même Vagn leva les yeux de son épée. J'ai quitté mon village pour naviguer avec le fils d'un seigneur norvégien qui m'avait proposé de partir en expédition viking avec lui. Je suis tombé par-dessus bord lors d'une tempête, poussé par un homme qui avait tenté de me vaincre durant un duel. La réponse d'Arnulf provoqua un concert de protestations. Bue secoua la tête. « Tu as laissé ce gars vivre trop longtemps, tu ne dois pas te montrer clément qu'envers ceux qui le méritent. » Svend en savait plus sur cette histoire, mais se tut. Vagn lança un de ses regards mordants à Arnulf. « Tu as quitté ton village pour partir avec un inconnu. Tu t'abstiens de donner le nom de ton hameau natal ou bien même le nom de ton père, tout en refusant que nous te déposions au Danemark. On t'appelle Wolf, le loup du malheur, qui t'a nommé ainsi ?» Arnulf avait du mal à rester calme. Pourquoi ne parvenait-il pas à mettre de l'ordre dans ses fichues pensées ? Ces hommes étaient des tueurs et prendre la vie d'un exilé ne serait même pas considéré comme un meurtre. Moi-même, Vagn Hagenson.
Svend se leva brusquement et sauta sur les fines planches du plat-bord. Malgré les vagues, il maintenait un équilibre admirable. Il ouvrit les bras avec un air espiègle. « Tu en sais maintenant assez, cher et sagace compagnon de sang. Parle-nous plutôt de toi. Tous ceux qui se rendent à Jomsborg n'ont pas forcément une histoire à raconter. Or, un poème n'est jamais bon si on doit l'arracher de force d'une bouche. » « Descends de là alors, si tu tombes à l'eau, nous ne ferons pas demi-tour pour toi, » s'emporta Bu. Svend n'obéit point, et fit même quelques pas élégants en plus. Il attrapa sa hache à sa ceinture et dit « Pourquoi donc ? Lors d'un affrontement proue contre proue avec un autre navire, le gagnant est celui qui connaît le mieux son bâtiment. » Wagn bloqua le coup de Svend en saisissant le manche de la hache. Il tira Svend vers lui. « Tu as raison, Svend. » Il ramena son cousin sur le pont. Il se tourna vers Arnulf avec une expression bien plus avenante. « Je suis Wagn, fils d'Ag et petit-fils de Palnatoke, de Fioni. Ma mère est la sœur de Bue, ce qui explique pourquoi je dois me coltiner Svend, bien que mon cousin soit aussi cinglé qu'imprévisible, et qu'il ne craigne ni Hel ni Odin. Bjorn a la barbe blanche et Jarl, et gouverne le Bretland. Il était en outre le frère d'adoption de la femme de Palnatoke, et, de ce fait, mon père d'adoption aujourd'hui. Il a confié à Palnatoke la gouvernance de la moitié du Bretland, un héritage qui m'est revenu après la mort de mon grand-père. Bjorn et moi gérons donc à présent le territoire ensemble, et c'est d'ailleurs là que nous avons passé l'hiver. »« Attends un peu là, cher cousin !» Svend se rassit souplement à côté de Wagn avant de continuer. « Tu dresses la liste de mes qualités, mais tu oublies d'aborder ton propre penchant extrême pour la violence. Sache, Wulf, qu'Ag avait tellement de mal à supporter son fils que Wagn devait, enfant, vivre entre son père et son grand-père, le Jarl Vézeteux de Bornholm. À 9 ans, il avait déjà tué 3 personnes. Tous étaient fatigués de sa cruauté et de son ingratitude. Bue était le seul à qui il obéissait. À Bunner, ils lui ont confié à ses 12 ans un bateau et son équipage, et l'ont envoyé chez Palnatoke. Cependant, personne ne voulait l'accepter à Jomsborg, surtout pas mon père. Wagn rit et enfonça son poing dans les côtes de Svend. Même Bue et Bjorn se fendirent d'un sourire. Arnulf se sentit encore moins enclin à dévoiler sa véritable identité, mais réprima ses soucis. Un chat ne chasse une souris que quand elle s'encourt. Il demanda « Mais maintenant, vous prenez la mer ensemble ?»« Oui, » répondit Svend, tout émoustillé de raconter l'histoire. Wagn ne s'est pas laissé dominer. Palnatoke lui a proposé la moitié du Bretland si son petit-fils consentait à partir en Fioni. Mais Wagn a défié en combat le frère de mon père, Sigurd. Selon lui, c'était aux armes de décider si lui et ses hommes méritaient d'être acceptés à Jomsborg, ou pas. Bue le Gros éclata d'un rire franc. « Te souviens-tu, Wagn ? Tu as insulté mon frère, pourtant fils de Jarl, de femmelette. Et tu lui as lancé qu'il ne vaudrait pas mieux qu'une chienne sans courage s'il refusait le combat. C'était une véritable offense. Sigurd a par conséquent dû accepter et armer ses hommes. » Tous autour d'Arnulf étaient hilars. Bjorn le Briton se claqua la hanche en rigolant. « Et qu'ont-ils reçu sur la tête en sortant du fort ? Des pierres !» Wagn et ses compagnons ont ensuite terrassé une trentaine des hommes de Sigurd et en ont blessé bien d'autres, avant que Palnatoke ne finisse par ouvrir les portes et les accueille dans la fratrie. Depuis, Wagn est aussi doux qu'un agneau. Ne crains donc rien, Wulf. Tyr peut tranquillement mettre son bras entre les dents de mon cousin. Wagn ne le lui arrachera pas, comme Fenrir. Arnulf était quelque peu sceptique par rapport, mais il se força à sourire et hocher la tête. Il aurait peut-être mieux fait de rester chez les moines. Malgré leurs idées bizarres, quelques jours supplémentaires, il aurait eu la force de fuir par ses propres moyens. Et il songea à Odin et son armée de guerriers morts au combat, les Aleriar.
Avec des Jomsvikings parmi leurs rangs, ils ne comprenaient pas comment le grand dieu était censé perdre à Ragnarok. « Quant à Bue, il n'y a pas grand-chose à dire, » expliqua Bjorn avec un ton moqueur. « Si ce n'est que lui et Sigurd sont tous deux fils du Jarl Vezete de Bornholm, et sont à la tête d'une importante troupe de Jomsvikings. Pal n'a qu'avec 4 personnes proches de lui, les 2 autres étant Thorkel le Grand et Sigvaldi, à présent chef du fort. » Vagn objecta. « Je crois personnellement que les terres d'Hel hébergent bon nombre d'hommes qui auraient quelque chose à raconter sur Bue, vu qu'il est la raison de leur mort prématurée. Mais à mon avis, vous avez suffisamment terrorisé le nouvel ami de Svend pour l'instant. Il est blanc comme une fiente de mouette. » Vagn se remit à nettoyer son arme avec un sourire mesquin. Arnulf protesta en se redressant, une main posée sur la poitrine. « Personne ne m'a terrorisé. Je ne ressens que de la fierté de voyager ainsi parmi des hommes si redoutables. Si je suis pâle, c'est parce que j'ai le vertige de ne voir que d'un œil autant de visages aussi féroces. » Bjorn haussa les épaules, cracha dans l'eau. « Alors, repose-toi tant que tu peux, Wolf, fleur délicate. Avec un tel chargement, nous allons représenter une proie séduisante pour tous les bateaux que nous rencontrerons d'ici jusqu'au Windland. Or, les invités sont tenus chez nous de donner un coup de main si nécessaire. À moitié aveugle ou pas. » Arnulf hocha la tête. Il accepta en silence la couverture que lui tendit Svend. Il avait à peine la force de soulever dents de serpent. Bjorn pouvait se claquer la hanche ou cracher autant qu'il le souhaitait. Si un combat avait lieu, un chaton serait capable de jeter Arnulf par-dessus bord. Il se recroquevilla sur le côté. La couverture serrée autour de ses épaules. Il était tellement éreinté que le bois en devenait moelleux. Même les vagues ne purent l'atteindre une fois ses paupières closes. Sur une plage voilée par un brouillard au reflet argenté, Freydis se promenait, pieds nus, vêtue d'une robe vert foncé décorée de serpents brodés. Elle s'enfuit à mesure que les voix autour d'Arnulf s'estompèrent. Seul le grondement sourd de Fenrir résonnait encore sous la carlingue. « Le moine ne te laissait-il pas dormir ? Tu ronfles comme si tu étais resté réveillé pendant des jours. » Arnulf se réveilla en sursaut. Une sorte de fouet lui frôlait le visage. Les cheveux dorés de Svend pendaient juste devant son nez. Le Jomsviking était penché au-dessus d'Arnulf, ses yeux gris-bleu pétillants. « Les autres et moi avons déjà mangé, mais Bjorn a insisté pour garder une petite portion pour toi, pour que tu regagnes des forces. Lève-toi, fleur délicate, sinon il ne restera plus rien. Mon père a toujours de la place pour un morceau de viande en plus. » Arnulf se redressa et attrapa la main tendue de Buesson. Fleur délicate, difficile de s'habituer à ce sobriquet. Svend attendit un instant puis tira pour remettre Arnulf debout. La douleur l'assaillit violemment. Arnulf dut se tenir un petit moment avant de traverser le pont du navire désert à la suite de Svend. Il se sentait ankylosé et maladroit. Les guerriers avaient dressé leur tente sur la plage. Un grand feu crépitait. Un filet de fumée s'élevait et s'envolait loin au-dessus des eaux. Un tonneau de bière était ouvert. Les Jomsvikings étaient installés autour du feu, leur chope sur les genoux, et écoutaient un des leurs chanter. Le fumet de viande rôtie réveilla l'estomac d'Arnulf. Il n'avait pas mangé depuis un moment. Toujours pris de quelques vertiges, il rejoignit avec Svend le cercle d'hommes près des flammes. L'air du soir était doux, les vagues ondulaient tranquillement sous un ciel au reflet d'or. Svend donna à Arnulf une portion de viande ainsi qu'une chope. Arnulf réajusta dents de serpent à sa ceinture et trinqua avec cheveux de soie. La mer était aussi paisible qu'elle pouvait l'être au milieu de l'été. Paisible, mais traîtresse, car bientôt commencerait l'automne, la saison de Freya. La chanson prit fin sous une salve d'ovations. Vagn se leva pour entamer une histoire. Un feu sombre brillait dans les yeux ténébreux du guerrier, sa peau prenant une teinte cuivrée à la lueur des flammes. « Était-ce un bon frère, celui qui t'a donné cette épée ?» demanda Svend à Arnulf en chuchotant pour ne pas perturber le récit de Vagn.
Du jus de viande coulait de la portion d'Arnulf. C'était le meilleur. Arnulf avala difficilement une bouchée à moitié mâchée. Il ressentit une foule d'émotions l'envahir. En revanche, il ne m'a pas donné cette épée. Je l'ai prise après sa mort, car mon autre frère... Svend hocha la tête pour l'encourager à poursuivre. Mais Arnulf détourna le regard et baissa la main qui tenait son repas. « J'ai toujours voulu avoir des frères, » observa Svend. « C'est une richesse. Tu en as certes plus qu'un, mais c'est mieux qu'aucun. » La bière apaisa la soif d'Arnulf, mais non le brasier qui s'alluma en lui. « Je n'ai plus de frères, les deux ont été tués. »« Tu as vraiment beaucoup de choses à venger, Wulf, » dit Svend en grimaçant. Arnulf secoua cependant la tête, réveillant ainsi la douleur à son œil. 12 déesses Idun. Combien de temps encore devrait-il endurer une telle souffrance? Tout le monde ne peut pas être vengé, fils de Bue. Pourquoi pas? Est-ce Svend Haraldsson en personne qui les a tués? Le roi? Non. Arnulf tendit la main portant l'anneau en or. Il a donné cet anneau à Helge pour ses talents de skald. Helge, celui avec l'épée. Oui, celui avec dents de serpent. C'était un grand viking. L'ombre d'un sourire survola le visage de Svend. Il avait probablement songé à une répartie cinglante, mais s'abstint de la lancer. Dents de serpent, c'est un bon nom. Moi, j'appelle ma hache la trancheuse. Il tapota la pointe de son arme affûtée. Elle était décorée de magnifiques gravures argentées, aussi belles que mortelles. Celui qui n'a pas de frère ne connaît pas non plus la tristesse que provoque leur perte. De plus, toi, tu as Vagn. Svend gloussa doucement. C'est vrai. Et je n'aurais sûrement pas à déplorer son décès, car je mourrais avant lui. Il sortit son peigne de la bourse à sa ceinture pour coiffer ses cheveux. Il entretenait une étrange obsession pour sa chevelure. Arnulf n'avait pas d'appétit, mais il se força à se sustenter, car la faim rendait vulnérables même les plus forts. Vagn entonna un poème composé d'une série de vers mordants. Il les interprétait avec grande conviction tandis que son public buvait ses paroles. « À te regarder, je dirais que tu dois être difficile à terrasser. Svend, cheveux de soie. » Svend haussa les épaules. « Nous mourrons tous un jour, Wulf. C'est un choix, un mode de vie pour les fils de Jomsborg. Garder cela en tête nous permet de combattre sans peur. Est-ce pour cette raison que vous vivez loin de toute famille? Oui. » Les cheveux de Svend brillaient tels de l'or. Trop de femmes ne reverraient jamais leur mari. Elles auraient du mal à enfanter une belle progéniture. De plus, leurs préoccupations sont responsables d'un nombre effroyable de morts au combat. Rien qu'y penser me donne froid dans le dos. Que veux-tu dire? La chope de Svend était vide. Il sourit avec une expression sardonique. Elles chuchotent dans l'oreille de leurs époux, sèment le trouble dans leur cœur avec leurs avertissements et leurs mauvais pressentiments, les implorent d'être prudents sur le champ de bataille. Or, sais-tu, Wulf, un homme n'est jamais aussi vulnérable que lorsqu'il ne songe qu'à sauver sa peau en tenant sa lance. Le jour où cette pensée l'envahit marque également l'instant de sa mort, aussi certainement que Mjolnir, le marteau de Thor, revient toujours dans la main de son maître. L'amour d'une femme provoque plus de dégâts que Loki, se changeant en temps pour piquer le nain Brok. Arnulf essayait de déloger un morceau de viande coincé entre ses dents. Si Svend avait connu Freydis, son discours aurait sûrement été bien différent. Arnulf retrouvait le courage lorsqu'il pensait à Freydis. Elle lui donnait une raison de se battre. Bue a bien dû être avec une femme à un moment puisque tu es né. Svend défit un nœud dans ses cheveux avec son peigne avant de répondre. Elle est morte peu après ma naissance. Je suis parti vivre avec mon grand-père maternel, Vezete, à Bornholm, après le départ de mon père pour Jomsborg. Il est revenu me chercher lors de mon 8e été. Aucun homme en dessous de 18 étés ou plus vieux que 50 n'est normalement accepté au fort, mais je n'étais justement pas encore un homme, et Palnatoke m'aimait bien. Son regard se perdit dans le lointain, son peigne posé sur ses genoux. Il t'a permis de rester? Oui,
C'est là que j'ai grandi, j'ai connu plusieurs illustres guerriers et de nombreux autres encore venus les remplacer. Tous m'appréciaient, je leur apportais de la bière, m'occupais de leurs chevaux, nettoyais leurs armes. Aucun garçon n'a autant eu de père que moi. » Le visage du fils de Bue s'illumina d'un large sourire. « À mes 15 ans, j'ai essayé une première fois de passer les épreuves pour ensuite faire une deuxième tentative à 16 ans. Je les ai réussis l'année dernière. L'ultime défi imposé par Sigvaldi était d'affronter Vagn. » Il retira les cheveux enroulés autour des dents de son peigne avant de le ranger dans sa bourse. Arnulf leva les sourcils. « Mais tu n'es jamais parvenu à toucher Vagn. » « Effectivement, son épée m'a mordu 4 fois avant que Sigvaldi n'interrompe le duel. »« Ton propre cousin ?» s'exclama Arnulf, abasourdi. « Ce jour-là, il était le gardien des lois, » répondit Svend en secouant la tête. « Et il ne l'a pas fait avec l'intention de me blesser. » Arnulf regarda la mer, songeur. Les gardiens de Jomsborg lui-même avaient bien tué Rolf, car ce dernier voulait le frapper avec sa ceinture. Quels étaient donc ces hommes pour qui mort et blessure ne représentaient rien et dont la réputation faisait frémir même les rois? L'horizon plongeait progressivement dans l'obscurité. Les premières étoiles s'illuminèrent. Vagn avait terminé son poème, et il tournait à présent autour du feu, les mains en l'air. « Parle-moi de ces lois. »« Les lois ?» dit Svend en enroulant ses bras autour de ses genoux. « Leur but est de renforcer le sentiment de camaraderie et d'unité, pour que la fratrie jamais ne se brise. Palnatoke était aussi sage que puissant. Aucune armée n'a jamais été aussi crainte que la nôtre. » La voix de Svend vibrait de fierté quand il poursuivit. « L'amitié ou les liens familiaux ne peuvent en aucun cas influencer si quelqu'un est accepté ou non à Jomsborg. Une fois un homme intégré à la communauté, il doit se sentir capable de venger chacun de ses pairs comme il le ferait pour un frère. Tout le monde se doit de respecter la paix entre les guerriers du fort et personne ne peut semer la discorde. » Un différend, toutefois, a lieu. Seul Sigvaldi en est juge. Aucun homme ne peut fuir devant un adversaire à force égale ou céder à la peur, même si la situation paraît sans espoir. Toute nouvelle doit d'abord être rapportée à Sigvaldi, tout comme le butin de guerre. De plus, nul ne peut s'absenter plus de 3 jours sans son consentement. Tout individu qui enfreindrait une de ces règles est immédiatement chassé de Jomsborg. Arnulf siffla, impressionné. Le fossé était immense entre Toke et les compagnons du Double Corbeau et l'armée de Jomsborg. Même le roi Svend ne comptait sûrement pas de tels guerriers parmi ses hordes. Helge s'était senti invincible simplement parce qu'en été, il avait pris la tête de 3 ou 4 équipages de soi-disant vikings qui, à vrai dire, n'avaient été rien d'autre que des paysans, des pêcheurs, des charretiers et des amateurs d'hydromel. Svend souffla pour dégager une mèche dorée de son front. En tout cas, ainsi étaient les règles jadis. À présent, des duels éclatent à l'occasion et certains estiment avoir le droit de posséder une femme, puisque Sigvaldi en a une. Et qu'en est-il des vieux, ceux de plus de 50 ans? Sont-ils chassés? Svend sourit. Bjorn est une exception à la règle, car Vagn refuse de s'en séparer. Non, ceux qui le souhaitent partent rejoindre leur famille, tandis que les autres se préparent pour leur dernier combat. Il posa son menton sur l'un de ses genoux en lorgnant une mouette volant à basse altitude. Le dernier combat? Arnulf suçota son os pour aspirer les morceaux de viande restants. Ils pratiquent un blot et se parent de leurs plus beaux habits. Sur le champ de bataille, ils se rendent à l'endroit le plus dangereux du conflit afin que leurs ultimes prouesses restent gravées dans les mémoires. On peut assister à des actes incroyables lors de tels combats. L'issue, elle, est toujours la même, pour l'immense plaisir d'Odin. Arnulf imagina la scène. 2 grands barbus gris abattant leurs armes avec la force d'un ours, leurs cris de guerre repoussant la vieillesse. Un spectacle prodigieux pour les plus jeunes guerriers. Et toi, tu n'as pas encore 18 étés. Svend montra les dents, une lueur dangereuse dans le regard. Quelle incurie, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ma faute si Jomsborg se détériore. Il cracha sur la carapace d'un crabe. Arnulf alla droit au but pour sa question suivante. Est-ce Vagn qui régnera après Sigvaldi? Palnatoke n'aurait-il d'ailleurs pas préféré que ce soit Vagn dès le départ?
Svend se redressa brusquement. « Wulf, Wagn est un tueur, tu le vois dans ses yeux. L'affronté revient à se mesurer à Tyr en personne. Il te contemple comme un cadavre avant même de dégainer son épée. Son regard, celui d'un meurtrier, glace les plus hardis des combattants. Il étudie son adversaire avec une concentration totale, mais aussi le suivant et le prochain après. Il perçoit tous les individus autour de lui, voire les gens encore derrière eux. Il les observe comme de futurs Maccabées. Si je ne ressens pas la douleur, Wagn, lui, ignore quand et combien de fois il a été blessé. Donc non, il ne régnera pas sur Jomsborg, quand bien d'autres peuvent s'en charger. » Arnulf se tut. Les poils de ses bras se hérissèrent. Froid et sans pitié, même le plus sauvage des berserks ne ferait pas long feu devant Wagn. Bue le Gros trinqua d'une voix ténébreuse en l'honneur du petit-fils de Palnatoke, qui fut applaudi par ses camarades. Svend siffla joyeusement pour l'acclamer. Il se releva et alla s'asseoir à côté de son cousin. Arnulf s'appuya sur sa main dans le sable. La bière des Jomsviking était forte et redoutable comme eux. Il fixa le feu, puis observa ses hommes. Bue, Bjorn, la horde de Sigvaldi, camarades de sang, affrontant la mort ensemble, tels des frères. Il ne faisait pas partie d'eux. Il n'avait jamais fait partie des Norvégiens. Avait-il un jour d'ailleurs fait partie de la famille de Strobjorn ? L'aigle dans ses veines se lamentait. Il était le frère d'Helge, mais Helge n'était plus. Quant à Freydis, elle avait été arrachée de ses mains. Il entendit retentir le hurlement de Fenrir, et une réponse vibrait dans sa gorge. Wulf, Wulf le mauvais, Wulf le malveillant, Wulf le malfaisant. La vergogne des dieux. Le ciel resta dégagé, mais le vent céda à une faible brise. Le Snekia ne longeait dès lors que paresseusement la côte sans provoquer beaucoup de remous. Les Jomsvikings étaient mécontents, mais ils ne désiraient pas entamer la traversée par vent calme. Arnulf, en revanche, eut ainsi tout le temps qu'il souhaitait pour se reposer. Il regagnait des forces tandis que sa blessure se refermait. Personne ne lui posa plus de questions. Sur sa couchette de fortune entre les bancs, il laissait ses pensées l'envelopper comme un brouillard. Elle vagabondait entre Tauke, Stentor, Strobjorn, Trud et surtout Freydis. Ils furent approchés par de nombreux bateaux. Tous n'étaient pas habités des meilleures intentions. Cependant, il suffisait que Bue et Wagn se montrent, armes au poing pour que les Vikings étrangers perdent tout courage et soif d'argent et repartent promptement dans la direction opposée. Au soir, les hommes halaient le navire sur une plage et dressaient leurs tentes. Lorsqu'enfin le vent fut plus favorable, le Snekia put entamer la traversée vers le Danemark en fendant les flots. La mer était houleuse, mais navigable. Pendant le trajet, Svend tenta plusieurs offensives contre Wagn, entre les hommes et les marchandises. Arnulf commençait à s'habituer à leurs relations violentes. Blanc comme un linge, il s'asseya en roulant sa couverture dans son dos pour mieux suivre les conversations. Il pouvait à nouveau ouvrir son œil. Il avait de la peine pour Odin qui, à cause de sa soif de savoir, devait se contenter de voir Asgard à moitié. Bue encourageait son fils à poursuivre son jeu. Selon lui, les oursons ne formaient des dents tranchantes qu'en se bagarrant régulièrement entre eux. Le fait que Svend ratât chacune de ses attaques contre son cousin était un mystère pour Arnulf, car son ami était aussi rapide et rusé qu'un lynx. Le Danemark apparut à l'horizon, lors d'un après-midi particulièrement ensoleillé. La patrie d'Arnulf était belle, aussi belle que Freydis, et flottait sur la mer. Elle était cependant aussi synonyme de douleur, de royaume perdu et de vie dérobée. Arnulf tourna le dos à ses nouveaux compagnons. Il sonda la côte, là une mine sombre. Il espérait ne pas devoir y mettre pied à terre plus longtemps que nécessaire. Il garda ses pensées pour lui en essayant de calculer combien de jours il serait obligé de supporter cette vue avant que le Snekia ne laissât enfin les champs danois derrière lui. Bue déclara joyeusement que la vision du Jutland lui donnait déjà l'impression d'être de retour chez lui.
Bue déclara joyeusement que la vision du Jutland lui donnait déjà l'impression d'être de retour chez lui. Plusieurs hommes à bord étaient fatigués de la mer et souhaitaient manger du pain frais et dormir sous un toit. Svend désirait, lui, s'accorder une nuitée dans les bras d'une femme avant que les portes de Jomsborg se refermassent sur lui. Un petit détour ne pourrait faire de mal à personne, estima-t-il. Thor demi-main ne nous refusera sûrement pas son hospitalité. En outre, ces filles sont aussi câlines que des chatons. Qu'en penses-tu, Vagn ? Vagn Hagesson pinça les lèvres. Bjorn lança en se grattant la barbe. « Ne parle pas de femme à Vagn, cheveux de soie. La seule à avoir une place dans son cœur, c'est la fille de Thorkel Liera à Viken. Sa flamme, pour elle, brûle depuis bientôt 1 an. » Vagn fronça les sourcils, mais conserva sa dignité devant son père adoptif. « Nous ne devrions pas faire attendre Sigvaldi plus longtemps. Par ailleurs, le jour où je le déciderai, Thorkel me donnera la main de sa fille. Qu'il le veuille ou non. Pas de détour. » Svend souffla, déçu. Arnulf se sentait en revanche soulagé qu'Hagesson soit si pressé. Le Danemark était un ours endormi. Il devait être aussi léger qu'un moineau lorsqu'il posait le pied sur sa fourrure. Ses doigts parcouraient le bord de la rambarde quand il aperçut tout à coup un bateau rouge contourner tranquillement une pointe de terre. Il le pointa du doigt. Svend se leva prestement, une main au-dessus des yeux pour mieux voir. « C'est le renard sanglant. Ha ! Regardez, qu'est-il le petit arrive !» Ces paroles furent accueillies par une grande joie. Le Snekia tangua sous le mouvement soudain des hommes vers la proue. Bue salua le petit bateau en soufflant dans une corne de bouc plaquée en argent, et quelqu'un fit de même à bord du renard sanglant. Des hommes leur firent signe derrière la rangée de boucliers. Malgré la douleur à sa paupière, Arnulf plissa les yeux pour mieux voir par-dessus les vagues scintillantes. Il demanda « Qui est Ketil » ? « Qu'est-il de petit ? C'est un de nos plus redoutables lanceurs de haches. Ne sois pas berné par sa modeste taille. Il a tranché plus de pieds que tu n'as mangé de poisson. Chose dont ses ennemis se rendent compte toujours trop tard. » Svend agita la main en riant. Un homme se leva sur le pont du renard sanglant. Il n'était effectivement ni grand ni même tout jeune, mais ses mouvements étaient fluides. Au moment où les bateaux se rapprochèrent l'un de l'autre, Arnulf put discerner le visage de Thorkel, marqué par le vent et ses yeux brûlés d'énergie. Les rangées de boucliers s'entrechoquèrent. Les hommes des 2 embarcations se lancèrent des cordes pour les attacher entre elles. Ketil sauta par-dessus les 2 plabords, et Bue le souleva en l'air comme un petit enfant avec ses 2 mains d'ours. « Ketil, espèce de bolette, tu rapetisses chaque fois que je tourne le dos. Ils n'ont plus de viande dans leur garde-manger à Jomsborg. » Les pieds de Ketil le petit retrouvèrent le sol. Il tapota l'énorme ventre de Bue. « Sornette, en revanche, on ne peut pas en dire autant de toi, Bue le gros. Mais c'est vrai que ce serait dommage si cette année encore tu ne devais pas rendre visite au forgeron pour une nouvelle cotte de maille. » Bue s'esclaffa bruyamment. Arnulf observa avec curiosité les nouveaux arrivants. Ils n'étaient pas bien différents des autres vikings avec qui il avait voyagé. Tous étaient de larges gaillards au regard féroce et à la peau couverte de cicatrices. Arnulf n'était qu'un jeune corbeau volant aux côtés d'aigle. On sortit les chopes et ouvrit un tonneau de bière. Bjorn fit de la place pour Ketil sur son banc. Rires et exclamations fusèrent depuis les 2 navires. Ketil trinqua à la grande traversée sans encombre du Snekia. Vagn se frotta le menton du dos de la main et demanda à Ketil quelles étaient les nouvelles à Jomsborg. L'humeur de Ketil le petit s'assombrit instantanément. Il baissa sa chope à moitié vide tandis que les effusions de joie des hommes assis près de lui s'estompèrent. « C'est Sigvaldi en personne qui m'envoie, Vagn Hagesson. Il m'a ordonné d'aller vous chercher jusqu'au Bretland, s'il le fallait. Strut Harald est mort. » Vagn se rembrunit. Ceux ayant entendu l'annonce de Ketil déplorèrent cette perte. Arnulf donna un léger coup de coude à Svend qui fixait Bue. « Qui est Strut Harald ?»« Le jarl du Seeland, commandité par le roi Svend et le père de Sigvaldi, » répondit Svend à voix basse.
Bue posa sa main sur la hache à sa ceinture. « Que dit Sigvaldi par rapport à cela ?» Ketil le Petit tira une grimace et secoua la tête. Strout-Harald a une longue vie. Ses fils ne sont donc pas dévastés. Mais le roi Svend considère qu'il est de son devoir d'organiser une cérémonie digne de son jarl. Il a invité Sigvaldi et Thorkel le Grand, ainsi que tous ceux désirant les accompagner. Vagn avala sa chope d'une traite. Bjorn se caressa la barbe. « Aucun des deux ne devrait y aller. Quand les rois invitent, les corbeaux se réjouissent. Sigvaldi et Thorkel peuvent très bien boire autant qu'ils veulent à la mémoire de leur père de leur côté. »« Bien sûr qu'ils devraient y aller !» s'exclama Vagn, en jetant sa chope d'un regard enflammé. « Pas tout seul, cependant. Celui qui se laisse intimider par le roi ne vaut pas mieux qu'un esclave. Mais les fils d'Harald ne seront pas sans soutien. Je les accompagnerai. » Le brasier dans ses yeux était si menaçant lorsqu'il fixa la mer vers le sud que l'on eût craint que l'eau s'évapore. Arnulf osa à peine chuchoter quand il interpella Sven une nouvelle fois. « Thorkel le Grand est-il le frère de Sigvaldi ?»« Oui, et en outre chef comme mon père. » Svend écarta toute question supplémentaire d'un mouvement de la main. Bue le Gros se rangea de l'avis de Vagn. « Sigvaldi devra me supporter aussi chez le roi. Nous devrions tous y aller. Si nous voulons maintenir la paix, tous les loups doivent être nourris équitablement. » Arnulf se tortillait sur place. Un tas d'interrogations lui brûlait la gorge, alors que personne ne jugeait bon de lui expliquer un tant soit peu la situation. Ketil le Petit sourit soudainement en levant sa chope. « J'en espérais pas moins de vous. Le renard sanglant n'aurait pas parcouru le pays en long et en large pour rien. Sigurd te salue d'ailleurs, Bue, toi et les autres. Tout le monde vous attend avec impatience à Jomsborg. Le fort ressemble à un atelier de tissage sans Vagn et Svend pour mener la danse. » Cette dernière remarque fit rire Svend, qui lança une attaque surprise contre Vagn. Le fils d'Ag ne s'était toutefois pas encore calmé car il riposta avec une violence disproportionnée. Ketil parcourut le Sneckia et son riche chargement avec un regard admiratif. « Vous revenez bien achalandé ? Comment vont les choses au Bretland ?»« Nous n'avons gardé que le plus intéressant et laissé le reste derrière, » expliqua Bjorn, satisfait. « Quant au Bretland, la paix règne et tout le monde mange à sa faim. L'hiver a été doux et les agneaux bien gras. » Ketil désigna alors Arnulf avec un mouvement de tête. « Et le jeune veau, là ? Aussi un produit de ta terre ?» Arnulf se redressa. Bue lâcha un bref ricanement. « Wolf, c'est une trouvaille de Svend. Nous autres, on préfère pas s'en mêler. Le sang du loup coule dans ses veines, selon mon fils. » Ketil le Petit jaugea Arnulf en commençant par les pieds, comme s'il réfléchissait à la meilleure façon de trancher les chevilles de sa victime. Un frisson hérissa les poils d'Arnulf dans sa nuque. Il parvint à se contrôler et garder son calme durant la discussion. Styrbjörn lui avait appris à encaisser les critiques à la dure. Cependant, la confiance de Svend à son égard lui faisait chaud au cœur et l'aidait à passer outre le dédain des autres. Le sang du loup? Il avait dû recevoir ce compliment pendant qu'il dormait. D'un air décidé, Vagn alla défaire les cordes, avec une rapidité et une expertise telles que Ketil le Petit n'eut pas le temps de finir sa chope avant que le renard sanglant s'éloigne de lui. « Ma parole, si mon bateau met les voiles sans son capitaine, cela va te coûter cher en bière, Vagn Agesson. » Vagn lança le dernier bout d'une corde dans le bateau rouge. Il interpella l'équipage. « Le dernier bateau arrivé à Jomsborg paye un festin aux autres. Nous sommes peut-être lourds, mais nous avons une réputation à défendre. Alors profite bien de ta bière, trancheur de jambes, car la suivante sera de ton tonneau. » « Non, attends !» Ketil se redressa d'un bond et ordonna à l'équipage du renard de faire revenir le navire contre le Sneckia. « Si nous devons faire la course, il serait plus équitable que tu fasses passer quelques hommes de mon côté pour avoir le même tirant d'eau. » Vagn réfléchit un instant, puis demanda à la moitié de ses hommes de changer d'embarcation. Ketil le Petit termina sa bière avant de rejoindre son navire sous les ovations de ses compagnons déchaînés. Bue récupéra sa bonne humeur et Svend aida à hisser la voile. L'envie de retrouver la terre sous leurs pieds leur était passée à tous. Arnulf fut contaminé par l'exaltation.
Les membres de l'équipage ayant rejoint le renard se trouvèrent une place à bord et donnèrent un coup de main pour préparer le navire à partir. Sigvaldi pouvait fièrement se vanter d'avoir sous ses ordres des guerriers prompts à l'assister et tellement enjoués à l'idée de rentrer. Compter Wagn parmi les siens procurait sûrement un sentiment de puissance, tout comme l'avoir comme adversaire était une catastrophe pour ses ennemis. Le renard et le Snekia se mirent rapidement en route, côte à côte. Les deux navires filaient extrêmement proches l'un de l'autre. Les Jomsvikings connaissaient parfaitement les deux bateaux et leurs camarades. Arnulf profita de l'espace libéré à bord et s'installa sur un banc libre. Wagn tenait la barre avec un air solennel, tandis que Bjorn et Bue débattaient accoudés au tonneau de bière, qu'ils avaient manifestement jugé plus pratique de laisser ouvert. Svend resta un moment à l'avant du navire pour discuter des dernières nouvelles avec ses pairs à bord du renard sanglant. Il revint cependant s'asseoir près d'Arnulf lorsque le Snekia s'éloigna du renard, un morceau de fromage en main à découper entre eux. Sven ne paraissait pas inquiet, son joyeux visage parsemé de cicatrices ne s'assombrissait que rarement. « Tu rêves peut-être d'une miche de pain encore chaud, Sandelou, mais ce fromage est très bon. On a trouvé toute une réserve dans une ferme le long d'un fleuve. » Sandelou. Arnulf prit la tranche de fromage que Sven lui tendit en souriant. Voilà qui sonne mieux que fleur délicate. Sven lâcha un petit rire moqueur et mangea son morceau de fromage. « Tu as du sang entre les dents, Wulf. Ton odeur est celle d'un tueur. » Le sourire aux lèvres d'Arnulf se glaça brutalement et toute joie s'envola. Que Thrym, le roi géant, emporte Svend. Que veux-tu dire? Par Mimir, cela se voit tout de suite quand un homme a déjà pris une vie. Il a une lueur spéciale dans les yeux. Tu n'es pas encore habitué à tuer, mais ton sang est celui du loup. Il bout. Arnulf fixa sans bouger son morceau de fromage et mordit dedans vigoureusement. Le sang de Fenrir. Comment Svend le savait-il? L'insolence de ce garçon n'avait d'égal que sa témérité. Avait-il découvert le secret d'Arnulf? Non, impossible. Qui aurait pu le lui souffler? Arnulf dégagea quelques mèches de cheveux de son front et demanda « Pourquoi cette animosité entre Sigvaldi et le roi ?» Les yeux de Svend lancèrent des étincelles. Arnulf repéra un tressaillement juste avant le mouvement et eut à peine le temps de se protéger lorsque Svend tenta de lui enfoncer le couteau collant de fromage. Arnulf sentit les tendons de fer du poignet du viking au moment de l'agripper. Svend se dégagea de la prise du jeune homme comme un étalon surpris par une mouche. La pointe du couteau piquait entre les côtes d'Arnulf. Svend était enchanté. « Regarde !» Il perça légèrement la peau d'Arnulf, examina le couteau, puis le replanta dans le fromage. Du sang de loup. Qui a dit qu'il y avait une animosité entre Sigvaldi et le roi des Danois? Arnulf transpirait. Son cœur envoyait des pulsations au niveau de l'entaille comme un maillet. Il comprenait à présent pleinement ce qu'il avait déjà vu chez Svend et Wagn. Ces gens étaient des prédateurs, des guerriers qui jamais ne dormaient, jamais ne se laissaient surprendre. Sa période de convalescence était finie. Wagn ne veut tout de même pas se rendre chez le roi juste pour boire de la bière. Cheveux de Soie sourit avec un air inquiétant. Non, ces deux seigneurs ne sont pas amis. Mais on ne peut néanmoins pas parler d'ennemis non plus. Sans Palnatoke et ses hommes, le roi Sven n'aurait jamais pu chasser son père du trône. Il a donc une dette envers Jomsburg. Cependant, après que Sigvaldi l'a kidnappé en ayant recours à la ruse et plus ou moins forcé à épouser la deuxième fille du roi Burislav, nombreux sont ceux qui pensent que cette dette a été largement remboursée. Le fait en plus que ce soit Palnatoke lui-même qui a tué le vieux Harald à la dent bleue. Le père de Svend n'a pas particulièrement réjoui ce dernier. Seul Odin sait à présent ce que le roi pense de Sigvaldi. Était-ce ton frère que tu as tué? Celui que tu ne peux pas venger? Arnulf se raidit, écrasa le morceau de fromage entre ses doigts. Buesson méritait de s'étouffer dans sa propre chevelure blonde. Dents de serpent sifflaient contre la hanche d'Arnulf, mais une douleur sauvage le paralysa. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.